Hirondelle. C'est Bob Sinclair qui est notre invité. On va revenir à son actualité dans un instant, mais avant, comme promis, on parle comics, Philippe, avec Clément Le Saffre. Et ça ne pouvait pas mieux tomber, parce qu'Hélène Manarino nous disait que vous étiez fan de Marvel Comics quand vous étiez... Je collectionnais les Strange à l'époque, et les bandes dessinées avec Spider-Man, j'étais fan. Voilà quoi. On va pas tellement changer d'univers. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez apporté un livre avec vous dans ce studio, il fait 8 kilos et j'en déduis que vous allez nous présenter un comics, ces BD américaines que vous aimez tant. Absolument, un comics auquel j'avais pas forcément pris le temps de m'intéresser jusqu'ici, une vieille histoire, un vieux personnage. Ce comics, c'est Swamp Thing, la créature du marais. C'est un monstre créé dans les années 70, donc un peu vieux, on le disait, à l'époque le genre fait fureur. Les monstres, c'est un petit succès, donc Swamp Thing, mais qui s'essouffle très vite, sauf que, il va connaître un second souffle dans les années 80. Et quel second souffle grâce à de nouveaux auteurs, notamment Alan Moore. Le résultat est sans aucun doute l'un des plus grands comics jamais écrits. Je pèse mes mots quand je dis ça vraiment. Et c'est justement cette version qui est rééditée en ce moment même par Urban Comics sous forme d'une splendide, mais vous l'avez dit, très très lourde intégrale. Alors c'est quoi l'histoire de cette créature du marais ? C'est l'histoire d'Alec Holland. C'est un biologiste qui mène des recherches dans un marais en Louisiane. Un jour, des concurrents font exploser son labo en flammes. Alec Holland s'effondre dans la vase où se mélange aussi le produit de ses recherches. Et là, une sorte de fusion s'opère. Le scientifique meurt, mais son esprit, incorporé à l'environnement, donne naissance à un monstre, la créature du marais, un amas de boue et de plantes à visage humain. C'est une véritable abomination, mais elle n'est pas méchante, elle œuvre du côté du bien. Alors, c'est un pitch qui est très nanar, je vous l'accorde. En gros, c'est une histoire de monstre. Ah oui, c'est évidemment ça, mais c'est bien plus que ça. Grâce à deux personnes. D'abord, on l'a dit, Alan Moore. C'est le scénariste qui a repris en main Swamp Thing en 1983. Et c'est pas n'importe qui, Alan Moore. C'est une légende. Il a créé Watchmen, l'une des plus grandes BD de super-héros. Exactement. Très sombre. Qui est devenu une série, c'est ça ? Qui est devenu une série, un film, etc. Il a aussi créé V pour Vendetta, autre comics adapté en film. Il a écrit quelques histoires de Batman et Superman aussi. Bref, ça fait un beau CV quand même. Alan Moore, c'est d'abord une écriture bien au-dessus des standards très basiques des comics. Écoutez, c'est un extrait de Swamp Thing lu à voix haute. Il est arrivé quelque chose ici, quelque chose de brillant et d'affreux a embrassé le monde, laissant une traînée de rouge à lèvres bleuâtre. Sur une peau de cendre noire, les flaques reflètent le feu rouge mouillé, luisant comme une tuméfaction. Le chant des oiseaux mornés se réverbère sur les arbres de métal déformés. Il y a un raclement dans la gorge du vent, et je suis seul. Seul au village de la mort. C'est quasiment de la littérature. C'est de la littérature complètement, c'est très imagé, très recherché, à l'image finalement du scénario, puisqu'Alan Moore a complètement repensé l'histoire de la créature du marais. Il a fait de ce monstre qui à l'origine était très primitif, très bateau, un héros paradoxalement très humain. Les premiers chapitres au cours desquels la créature prend conscience de ce qu'elle est, de son état, sont d'une humanité bouleversante. Moi j'étais vraiment soufflé en lisant ce comics. Et puis Alan Moore aborde aussi des questions de société brûlantes à l'époque et toujours aujourd'hui finalement. Swamp Thing, c'est d'abord un manifeste précurseur pour la défense de l'environnement forcément. La créature est un héros finalement de son marais, mais de la nature en général. Moore va aussi très loin en abordant des thèmes comme l'enfouissement des déchets nucléaires, le contrôle des armes à feu. Il convoque même littéralement les fantômes esclavagistes du sud des États-Unis. On en parle encore aujourd'hui. Bref, ça questionne et ça dérange. Vous avez parlé de deux personnes, Clément. Qui est la deuxième personne ? Mais la deuxième, c'est Stephen Bissett, le dessinateur principal de cette saga. On peut quasiment parler de co-auteur à ce stade. Je vais vous montrer quelques pages là, pour ceux qui nous regardent en vidéo. C'est absolument splendide. Chaque page est une œuvre d'art, c'est une explosion de couleurs avec des dessins très psychédéliques. On est vraiment dans les années 70-80. Alan Moore, il tournait pas Calo et Stephen Bissett non plus. Ça se voit, ouais. Et je peux vous dire que voilà, ça se voit, ça se sent dans les dessins. Moi, j'avais jamais rien vu de tel. Il y a des cases qui se chevauchent, qui se superposent. Bissett donne vie à un univers qui est fantastique, peuplé de démons déguisés en hommes, de vampires punk, de sectes sataniques, le tout dans le cadre inhabituel d'un marais luxuriant. On n'est pas dans les villes classiques des super-héros. C'est d'une richesse incroyable. Chaque page est une œuvre d'art en elle-même. Et c'est cette alliance de la forme et du fond qui fait de Swamp Thing finalement un comics hors norme et même, disons-le, un chef-d'œuvre de la littérature. Et alors, on lit ça où ? C'est une intégrale en 3 volumes, éditée par Urban Comics. Il y a déjà 2 volumes sortis. Le 3e sera disponible fin août. Et c'est copieux, plus de 400 pages par tome. Donc 1200 pages, la trilogie. Exactement. Bob Sinclair feuillette les pages, ça vous inspire ? C'est magnifique, c'est magnifique. J'adore les vieux trucs, moi. Tout ce qui est fait 70, 80. Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là ? J'ai toujours un peu de nostalgie en moi par rapport à la musique que j'écoute et celle qui m'influence tous les jours, de James Brown. Oui, mais là on peut aussi dire que James Brown, même sans la nostalgie, personne ne lui arrive à la cheville. C'est un avis. C'est vrai. Il y a ça aussi, non ? Non, c'est vrai. Je sais pas quoi te répondre là-dessus. Si quelqu'un est mieux que James Brown, il appelle le standard et on passe le disque.